Avant le podcast, on vous annonce que nous serons présents au Salon Chasse, Pêche, Plein Air et Camping de Québec du 12 au 15 mars. C'est de toute beauté là, qu'au Chalon Chasse et Pêche de Québec. Je l'ai C'était fucké, hein? parfait. Non, c'était parfait. On va laisser de même. C'était Donc, parfait? on, Ah! Ah, ouais. on vous attend au Salon Chasse et Pêche de Québec. Venez nous voir au kiosque Codal. On va avoir notre kiosque cette année. Donc, vous allez pouvoir venir nous jaser puis booker des cours si vous voulez venir suivre une formation avec nous. Yes, c'est parfait. Fait qu'au Chalon, je serai avec, avec Shore Fishing. De mon côté, je serai au kiosque Shore Fishing. Je vais peut-être me promener un peu avec Codal. Avec Shore Fishing, on va faire du montage de mouches. Donc, il y a tout le temps des ateliers. Vous pouvez voir l'horaire sur Internet, sur la page de Shore Fishing. Sinon, vous passez au kiosque et on s'arrange. On vous montre à faire des mouches ou on donne nos trucs. On partage nos expériences, en fait. Donc, soyez présents. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Codal. Salut Raph. Salut Luc, comment ça va? Hey, ça va super en forme. Je suis au bout de cet ancêtre. On s'allâche pas. Moi, j'étais un petit peu fatigué, mais ça va peut-être donner un bon résultat. J'arrête pas de rire depuis tantôt. Fait que, Oui, je te sens. Là. On prépare le podcast depuis tantôt, puis Raph il est dans un état que il a donné des cliniques chez. T'as donné des cliniques chez Cell, puis la clinique sur les soies aussi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 jours, j'étais à Québec pour donner une formation pour les employés de chez Sale. Puis, c'est ça, le lendemain, je donnais une clinique, mais à Montréal, sur les soies, avec l'école Codal. Là. Donc, 2 grosses journées. Puis là, à soir, je me cherchais de quoi faire. Fait qu'on enregistre un podcast. Ah, c'est pas super, c'est une belle activité passe-temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Dans le dernier podcast, on vous avait dit qu'on ferait un compte-rendu de ce qui s'est passé à Marlborough quand on avait été au Fly Fishing Show. Oui, Et puis, très intéressant d'ailleurs. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Ensuite, on y va avec 5 trucs. Ça nous a inspiré ça. 5 trucs pour améliorer vos lancers. Ouais, ça aussi, ça va être cool. En fait, le salon nous a définitivement vraiment craqué au niveau du lancer à la mouche. Puis ça va être vraiment cool de voir. J'ai vraiment hâte de vous donner en fait mes trucs, puis tes trucs aussi, Luc, là, pour investir dans votre lancer. J'ai vu que tu avais des bons trucs. C'est des trucs qu'on a d'ailleurs pratiqués puis appliqués sur nous-mêmes. Ensuite, on a la question d'instructeur. On va avoir la première dans la portion pose ta question d'instructeur. On a notre première question qui est de Roxane Sarrazin. Roxane qui nous dit comment est-ce que je calibre mon bas de ligne en fonction de ma soie et de ma mouche. Donc, Roxane, tes souhaits vont être exaucés. Tes souhaits vont être exaucés. On va nous parler. On va vraiment couvrir de long en large ta question à la fin du podcast. Donc, reste en ligne. Parfait. Et on vous invite à poser vos questions aussi. Puis merci beaucoup, Roxane, pour la première question. Donc, on a quand même un contenu assez chargé. On niaisera pas trop avec l'introduction. On se dirige vers Marlborough. Donc, Raph, si je te demandais à Marlborough, la première fois quand tu es arrivé là, on est arrivé à Marlborough, qu'est-ce qui t'a frappé en premier? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ben clairement, c'est moi je lis des livres depuis quelques temps. J'ai la tête d'un livre, puis je lis du Gary Borger, du Dick Brown, j'ai consulté beaucoup de vidéos de Mac Brown sur Internet. Puis ce que je me rends compte, c'est dans le premier 15 minutes que je rentre au salon, qui donne pas une clinique dans le bassin de lancer, c'est Gary Borger. Ouais, c'est capoté. C'est tous des gens qui sont très connus dans le monde de la pêche à la mouche. Donc, on avait les personnalités qu'on suit. Donc, les gros noms qu'on suit, qu'on a lu leurs livres, qu'on voit sur les réseaux sociaux, on les suit. Puis là, moi, je suis en route, j'arrête au dépanneur, puis j'envoie ça une photo de Raph et dit « Je viens de voir Dick Brown. » Puis moi, je dis « C'est qui Dick Brown? » C'est qui Dick Brown, Raph? En fait, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un auteur qui a écrit 2 livres sur la pêche au bonefish. C'est vraiment sa spécialité. Donc, Flies for Bonefish, puis Fly Fishing for Bonefish. Donc, 2 très bons livres que j'ai adorés. Donc, si vous vous intéressez à la pêche dans le sud, précisément à la pêche au bonefish, c'est 2 livres que je conseille. C'est super bon. All right. Raph, c'était comme un enfant, il arrêtait de me dire hey, check, c'est telle personne, vous avez moi. Qui ça? Ça ressemblait pas mal à mon style. De mon côté, je dirais ce qui m'a le plus marqué de mon passage là-bas, c'est l'accent sur le montage de mouches.
Ouais, vraiment, vraiment. On Ouais. avait vraiment un salon qui avait beaucoup de monteurs de mouches. Puis j'ai eu une discussion par la suite avec Jacques Héroux. Jacques Héroux qui, lui, a organisé des fly fishing shows aussi dans le Nouveau-Brunswick, ces places-là. Puis il a dit, si tu veux faire un bon salon, amène des monteurs de mouches. Ça prend des monteurs de mouches, ça divertit les gens, puis ça nous accroche un peu. Ouais, chaque kiosque est un mini-show. Ouais, effectivement. T'arrives au kiosque, puis c'est un spectacle en soi. Là. Quand t'arrives et tu vois le monteur monter des mouches, là, c'est vraiment cool. Ouais, il y avait comme le russe ou le slovaque là, qui faisait des nymphes. Là. Il était carré, j'étais malade ce qu'il faisait. Très réaliste, ouais, vraiment. Très réaliste. Puis là, j'avais aussi le gars de Tightline Production qui était là, qu'on suit ses vidéos sur la page d'Orvis qui partage ça, les vidéos de Tightline Production. Ouais, effectivement. Un autre point qui m'a marqué, c'est vraiment la grosseur du bassin. Souvent, on fait un bassin à l'intérieur, on s'attend pas nécessairement à ce que ça mesure 100 pieds de long. Ben, celle-là, à Marlborough, tu pouvais étirer pratiquement toute ta soie, puis tu avais encore de la longueur. Là. Ouais, puis on a vu le salon qui était construit autour du bassin. Donc, l'événement principal, le centre du salon était le bassin de lancer. Ouais, fait que quand il y avait un conférencier, ben tout le monde était attiré vers lui, là, fait que ça regroupait quand même assez la foule. Là. Ouais, à s'en plein ça. Fait que ça nous a marqué. Les gars qui sont arrivés le vendredi après-midi, moi le vendredi soir, parce que le samedi, on était là pour suivre une formation avec la Fly Fisher Federation, qui était de copier le style des meilleurs lanceurs au monde. Ouais, c'était donné par Craig Bugby puis Macaulay Lord. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, je vous invite à aller faire une petite recherche sur Internet, mais Macaulay Lord, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est master. En fait, les deux sont master, Craig et Macaulay. Puis Craig Bugby, lui, de son côté, il enseigne à l'école de Johan Wolf. Puis il est champion aussi. Il a gagné il est champion national plusieurs fois là, au niveau des lancers, du lancer de distance. Là. Fait que c'est très intéressant d'apprendre avec eux. Ouais, c'était en plein ça, puis c'était cool. Puis en plus, c'était pas cher. Là. Ça nous a coûté cours de 40-50 piastres. 40-50. Autour de ça, je me souviens plus exactement, parce que je suis tellement riche que je check pas ça. Puis, non, c'est ça. C'est au-dessus de ça, oui. Puis dans le fond, on copiait les styles. C'était vraiment cool comment c'était monté. On est arrivé là, puis là, il y avait plein de gens, puis ça le disait dans la description que c'était une clinique de niveau intermédiaire. Ouais, ça c'est rare quand même. On peut assister à beaucoup de cliniques, mais c'est très très rare que ça s'adresse à un niveau intermédiaire et avancé. On peut même dire que c'était un niveau avancé. Là, ouais, c'était écrit intermédiaire, mais c'était pour pas faire de show-off parce que c'était intermédiaire fort. Là. Ouais, à mon avis, pour vraiment apprécier cette clinique-là, il fallait relativement que tu maîtrises ton lancer à 40 puis à 75 pieds. T'sais, grossièrement, il fallait que tu saches un peu c'est quoi la mécanique d'un lancer, puis que tu sois à l'aise avec ton propre style pour ensuite réussir à imiter d'autres styles. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était cool. Mettons, on fait un résumé, comment que ça fonctionnait. On est arrivé dans un groupe, et puis là, il a dit qui sont les instructeurs certifiés. Puis là, ils ont levé la main. Donc, Raph qui a levé la main, moi qui a fait comme, je suis quand même gentil, mais je suis pas certifié. Puis, en processus de... Oui, c'est à peu près ça. C'est vraiment ça que j'ai dit, en plus. Puis, donc, là, ensuite, ils nous ont associés, ils nous ont matchés avec des instructeurs certifiés pour que les niveaux, pour qu'on soit mieux coachés, finalement. Puis, on est allé, fallait être matché avec quelqu'un qu'on connaissait pas. Ouais, ça j'ai trouvé ça cool, ça nous a sorti de notre zone de confort. Au début, on voulait se pairer ensemble, mais en fait, ça a été la meilleure chose qui nous est arrivée, c'est tout simplement de se séparer vu qu'on était habitué de travailler ensemble. Ben, c'était juste génial d'aller rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Puis en plus, moi, ça m'a pratiqué mon anglais, là, fait que c'était génial. Exactement. Moi, j'étais avec je sais plus comment elle s'appelait, elle était super bonne, elle lançait très bien, puis elle connaissait ça, là. Ça fait des beaux contacts. Je parlais avec un gars en avant, il était capitaine de bateau, il est guide au bord rayé, il m'a invité sur son bateau, on a parlé de bord rayé pendant 1 heure. C'était capoté. Puis dans le fond, il montrait les meilleurs lanceurs au monde, on prenait des notes, puis on allait dehors ensuite pratiquer vite fait. C'était quand même l'hiver, là. Ouais. Quand même, je sais pas trop, là, c'était proche de 0, là. Puis avant d'aller pratiquer, c'était important de le dire, mais on faisait du pantomime, là. Fait qu'on imitait le mouvement en salle de classe avant d'aller le pratiquer avec une canne pis une soie. Ça, je vous le recommande fortement de le faire sur toutes les choses que vous pratiquez dans le lancer, là. C'est super intéressant de pratiquer seulement le mouvement, pas de canne, avant de prendre l'équipement. Très bon conseil, Raph. C'est cool. Fait qu'on allait dehors, puis là, on se filmait.
Donc, j'exécutais, elle me filmait, elle exécutait, je la filmais, et on se comparait un petit peu. On écoutait la vidéo, puis ta main aurait pu te placer de telle façon, t'aurais pu avancer ton bras, blablabla. Puis on allait en dedans, et là, on en faisait un retour de groupe sur tel lancer. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, quand tu te voyais en vidéo? Ce qui m'a marqué quand je me voyais en vidéo, c'est que malgré mon expérience au niveau du lancer, parce que quand même pas un débutant, on a l'impression qu'on fait des mouvements. Parfois, on pense qu'on fait un mouvement, mais c'est pas tout à fait ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la même chose que j'ai remarqué moi aussi de mon côté. J'étais certain qu'à un moment donné, exemple, que j'avais une meilleure flexion du poignet que je pensais dans le vidéo. Puis quand j'ai regardé, je dis waouh, mon poignet il bouge pratiquement pas là. Tu sais, pareil, si on peut faire une mini introduction, l'idée de copier les styles, c'est que eux, ils sont excellents. Ils ont un style qui est très, très, très performant, qu'ils soient très près de leur corps ou qu'ils soient éloignés de leur corps. Ils ont un mécanisme de lancer qui est excellent. Donc, en copiant les meilleurs, ça nous permet de nous améliorer. Ouais, absolument. Fait que non, moi j'ai vraiment aimé cette clinique-là. En partant, Craig puis Macaulay avaient dit que c'était la première fois qu'ils a donné. Donc, tu sais, ils voulaient nous dire que ça allait peut-être pas être parfait dans tout son ensemble. Mais moi, honnêtement, c'était vraiment au-dessus de mes attentes finalement, puis ça a été très bénéfique là. Oui, effectivement. Puis je vous dirais, si vous êtes chez vous, que ce soit une clinique niveau intermédiaire ou même débutant, parce qu'il risque d'avoir plusieurs sortes de cliniques, vous pouvez les regarder dans les événements. Ce qui est cool de s'inscrire à ça, c'est justement, là, on a rencontré des gens. On s'est ramassé à souper avec Macaulay, avec Craig. On a rencontré d'autres mondes. Il y a un gars, monteur de moi, je parle avec lui sur Instagram présentement. Donc, s'inscrire à ça, c'est vraiment facile de se créer des contacts, de bâtir une communauté, puis d'aller apprendre. C'est pas compliqué. Ouais, effectivement. Les cliniques qu'on parle, pour ceux que ça intéresse, c'est en fait, vous allez sur le site web de la Fédération International Fly Fishing Federation, IFF. Puis, si vous allez sur leur site web, vous allez pouvoir tout voir les workshops qu'il y a. Donc, la plupart du temps, c'est certain qu'il y en a un peu partout dans le monde. C'est rarement au Québec, mais une fois de temps en temps, il y en a proche de chez nous. Puis, c'est très, très intéressant là, de participer à ces cliniques-là. Puis, il y en a de tous les styles, puis pour tous les niveaux, que ce soit débutant à avancé. Yes, bon, ben c'est à peu près ce que ça ressemblait. Si on peut ajouter autrement que la clinique, parce que c'était pas juste ça, parce que à 4, on était moi, toi, Pascal Moreau, Philippe Charon. On a eu du fun solide, là. Ouais, vraiment. Vraiment, ça a été... puis c'est un moment aussi qu'on a pour se partager des trucs aussi. Tu sais, toi, t'évolues de ton côté. Moi, j'évolue du mien. Philippe, il pratique ses propres choses. Puis quand on se rencontre, ben là, on compare nos styles, on compare où est-ce qu'on est rendu. Puis ça peut être intéressant. Ouais, puis autrement que ça, c'est aussi un moment pour relaxer, évacuer, avoir du bon temps en chum, puis aussi de dépasser notre budget au salon. C'est absurde. Ouais. Ouais, moi, je t'ai dit, je vais m'emmener 150$, ça va être correct, là, tu sais, ça va être correct, là. Ouais, ça a pris, je n'avais même pas fait le tour au complet que j'avais plus d'argent. Ouais, moi, j'étais arrivé dans un kiosque de livres, puis le budget a sauté. Ouais, t'as acheté quoi comme livre? J'ai acheté le dernier livre de Jason Borger, que je viens d'oublier le nom, c'est bien à cause qu'on enregistre. C'est sur le lancer à une main, hein. C'est sur le spaycasting à une main. C'est single end. C'est single end fly casting, ouais, de Jason Borger. Merci. Tu vois, c'est compliqué le nom, hein? Ouais, c'est ça. C'était juste une traduction de ce que j'ai dit finalement. De mon côté, j'ai acheté Fly Design, Bob Popovics. OK. Ouais, toi, t'es là-dedans pas mal. Moi, j'adore ça. Toutes les mouches. Lui, c'est le king. Dans le chevreuil, là, pour faire des bait fish en chevreuil, donc tout ce qu'il a d'amener, comment le travailler, quel chevreuil choisir, où le placer, comment leur donner vie dans l'eau. Ça a l'air niaiseux, là, mais travailler de la queue de chevreuil, c'est un monde. Fait que tu utilises pas toujours les mêmes parties de la queue de chevreuil pour les parties de ta mouche, là. Pas pantoute, du plus fin au plus frisé, du plus long. Tu utilises pas ça, puis t'en mets pas la même densité, puis comment les placer pour créer un taper de poisson, donc qui commence plus gros au niveau de la tête, puis qui réduit, puis comment le travailler avec ses doigts pour se donner des meilleurs trucs. Tu sais, quand t'es capable d'écrire un livre d'au-dessus de 100 pages juste sur comment travailler du chevreuil, puis c'est toutes les pages t'es manges, là. Ouais. Mais là, tu es en train de me dire qu'il y a de quoi à faire avec des queues de chevreuil frisées? Oui, vraiment. Sérieux? Oui. Ah oui. C'est intéressant parce que moi, je pensais que c'était pas... il n'y a pas grand-chose à faire. Les queues de chevreuil frisées vont augmenter, mettons, tu veux faire comme la mouche, la bulkhead, là. Le devant de la mouche est fait avec de la queue frisée. Une bulkhead, là, c'est comme un
c'est juste un méné blanc, puis un méné, j'ai dit blanc, ça peut être toutes les couleurs. Puis le devant de la mouche, tu utilises la queue de chevreuil frisée, que tu vas juste, mettons, tu vas l'attacher de bien droit, puis les bouts, tu les coupes pas, tu les laisses dans les airs. OK. Ça peut, je vais essayer de pas perdre les gens. C'est dur de parler de trucs de montage, je trouve, en radio. Ouais, vraiment, c'est normal. Ouais, c'est un petit peu difficile. Puis la queue de chevreuil frisée, qu'est-ce qu'elle va faire dans le devant de notre mouche? C'est qu'elle va créer elle va bloquer de l'eau. Donc, elle va créer une commotion dans l'eau, elle va bloquer l'eau, elle va pousser de l'eau, puis ça va faire, c'est ça qui donne l'action à notre mouche. Donc, effectivement, j'ai tout le temps trié les queues de chevreuil pour pas choisir les frisées, puis là, je me rends compte que lui, il me recommande plein de queues de chevreuil frisées, puis j'étais comme, hey, j'en aurais tellement eu des pas chers, que j'ai passé à côté. Ouais, je comprends. C'est vraiment intéressant. Fait que j'ai acheté ça, puis j'étais un peu freak, là, de la queue de chevreuil, c'est en site, là. Tu vois, c'est ce que tu dis pas dans une date. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes? J'aime la queue. Puis, Frisé. Frisé. Oui, j'aime la queue frisée. Donc, première date, je commence souvent avec ça. Ça fonctionne bien, je vous le recommande d'ailleurs. Bon. Fait que, ensuite de notre fin de semaine, on était crainqués et raides, on s'est tous mis à lire, on s'est tous mis à se parler sur Facebook. Et puis, moi et Raph, on s'est dit que ça serait cool de passer ça dans un podcast, de partager certains trucs parce que c'est bien beau vouloir s'améliorer de notre lancer, c'est bien beau vouloir pratiquer, mais on pratique quoi? On pratique comment? Je m'enligne où, moi, là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer sa technique, puis par quoi on commence? C'est une très, très bonne question. Puis moi, j'ai la tête pleine de conseils de même ces temps-ci, fait que la seule chose que je veux, c'est les partager, puis le podcast, ben, c'est parfait pour ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis en plus, on était bien partis avec nos lectures de livres. Donc, le premier conseil, une présentation de Luc. Lire des livres. Ah, j'ai dit Luc, tu l'as dit, t'as fucké mon concept. Puis, lire des livres. C'était bon, pareil. Ouais. On va travailler ça. On a quelque chose. Tu sais, c'est juste le deuxième, là. On va devenir de mieux. Ouais. On le sent, on touche à quelque chose. Donc, le premier conseil, lire des livres. Pour les raisons qu'on veut un peu mentionner. Mais lire des livres, ça va nous permettre de comprendre le mécanisme du lancer. Très important. Si vous voulez vous améliorer, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe quand vous lancez. Tout simplement. Puis ça, c'est logique. Ouais, comment faire pour corriger certaines fautes si on comprend pas vraiment ce qu'on fait, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je comprends comment je lance. Ça fait peut-être 2-3 ans, oui. Il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent de façon intuitive, là. Puis c'est pas une mauvaise chose, puis c'est super bien. Mais éventuellement, si tu veux monter d'un cran ta technique, t'as pas le choix. Moi, j'appelle ça faire tes devoirs, là. Lis tes livres, puis atteins aie une base solide, là, tu sais. Si tu veux faire de la gastronomie, apprends à faire des omelettes, là. Bon, c'est le même principe. C'est t'es romantique, pareil. Hein? Je le sais. Je l'ai dit, je suis fatigué. J'aime bien ta romance, Raph. Donc, ça nous permet de ça aussi. Ça va nous permettre d'apprendre d'autres styles de lancer, puis où est-ce que les professionnels, les gens qui sont très, très bons là-dedans, utilisent ces lancers-là. Puis tu marques vraiment un bon point, c'est que tu vas lire un livre de Mel Krieger, tu vas lire un livre de Gary, de Jason, de Johan Wolf. Ils ont toutes leur façon d'expliquer les choses, mais l'essence revient tout le temps au même. T'sais. On réinvente jamais le lancer. Par contre, il y a une façon différente de te l'expliquer. Puis selon ton style à toi, ben, il y en a un qui va aller te chercher plus que d'autres. D'après moi, Luc, t'as peut-être pas les mêmes goûts que moi quand tu lis des livres. C'est pas le même auteur qui va aller te chercher versus moi quand je lis. Non, effectivement, toi, je pense que tu avais beaucoup aimé New Fly Fishing Technique de Johan Wolf. J'ai adoré, ouais, effectivement. Là, tu sais, moi, je suis dans le livre, je suis en train de m'étirer pour le prendre. Moi, je suis dans Mel Krieger, The Essence of Fly Casting. Et puis, ça me rejoint beaucoup plus. Qu'est-ce que t'aimes? C'est droit au but. Ouais, c'est ça. C'est droit au but, c'est facile à lire. Quand que je lis un de mes premiers critères, c'est est-ce que j'ai du fun à le lire? J'ai adoré Joanne. Je pense que Joanne, tu lis ça puis tu te dis, est-ce que la façon qu'elle a de décrire ça pour l'appliquer, c'est fou, elle. Elle a une façon de la faire qui est incroyable. Par contre, j'étais pas capable de me perdre dans le livre. J'étais pas capable de... C'est très livre d'école, hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je procrastinais pas mal à l'école, là. Ouais. Ben, en fait, si je pourrais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, qui se cherchent une première lecture, si vous êtes habile en anglais, Johan Wolf, je pense que ça peut être un très bon livre. Jason Borger aussi. Si vous êtes plus ou moins à l'aise en anglais, je pense qu'un livre comme Mel Krieger, Essence of Fly Casting, ça peut être un très bon livre parce qu'il y a moins de texte un peu, plus d'images. Puis c'est, comme tu dis, ça va droit au but. Ouais, c'est ça. Fait que le défaut de lire des livres, c'est que c'est dur de trouver des livres en français.
Absolument. Fait que là, j'arrête pas de dire à Raph qu'un jour on va lire du Raphaël, là, mais là, ça va venir. Un livre caudal. Un livre caudal à suivre. Peut-être qu'on peut mettre ça dans les projets futurs, donc j'encourage à le lire. Et le deuxième truc, vous êtes présenté par le podcast Caudal qui s'intitule Pratiquer sans péché. Pratiquer sans péché, ça peut être plate. Maudit que c'est plate, hein? Non, c'est pas plate. J'ai pensé que ça allait être plate, par contre. Et voilà. Il faut le faire pour trouver ça le fun. J'ai vraiment pensé que ça allait être plate. Pratiquer, aller sortir dehors, aller pratiquer mes lancers, ça a littéralement amené plus de pêche dans ma vie. Wow. C'était beau, hein? Moi aussi, je suis romantique, Raph. Ouais, franchement, là. Pour la simple. Attends un peu, je vais aller fermer mes lumières. Ouais, allez, mes chandelles. Je vais tamiser mes lumières. Bon, fait que sur YouTube, Raph va faire un striptease après, puis vous pourrez assister à ça. Donc, pratiquer sans pêcher, ça a amené beaucoup plus de pêche dans ma vie pour la simple et bonne raison qu'on sort dehors, on pratique 20, 30, 40 minutes. Et puis, tu sais, je sais pas pour vous, là, mais moi, des fois, là, j'ai des grosses journées de job, j'ai pas nécessairement envie d'arriver. Puis là, je sais qu'il faut que je me fasse à souper, je sais que j'ai des responsabilités, puis de partir à la pêche à tous les soirs. C'est pas possible dans ma vie. Mais est-ce que aller pratiquer tous les soirs, c'est possible? Oui. Ben oui. Fait que ça, c'est cool, ça te permet de pratiquer. T'as quand même une canne à mouche des mains, et puis ça prend pas de temps. Je sais pas pour toi, mais moi, ça a pas pris de temps là, que j'ai vu des résultats là, concrets sur mon lancer. Ouais, gardez votre canne toujours accessible, proche de vous autres, quitte à la laisser toujours dans l'auto, ou même pré-montée, cassée en 2 pièces, pour que ça aille plus vite. Ça va moins vous décourager d'aller pratiquer que si vous avez à la monter au complet à chaque fois. Là. Fait que ça peut être un de mes bons trucs que j'aurais à vous donner. Puis pratiquez pas longtemps, vous n'avez pas besoin de pratiquer 1 heure, pratiquez 15 minutes. Si c'est juste 15 minutes, là, ben, je vais vous avouer que c'est 15 minutes de plus que vous avez jamais fait. En plein ça, puis ça... Tu sais, ça nous tente pas quand on va à la pêche nécessairement de s'améliorer. Moi, quand je vais à la pêche, j'ai envie de prendre des poissons. Fait que je pratique pas, tu sais, je suis pas à fond là-dedans. Puis mettons, là, tu sais, c'est bien beau de dire de pratiquer. Admettons que les gens ont pas lu de livre, puis toi, tu dirais quoi, Raph? Tu dirais, mettons, je pratique quoi? Premièrement, faut pas que ça devienne une corvée à aller pratiquer. Fait que la première chose que je vous dirais, c'est de vous amuser quand vous allez pratiquer. Comment vous amuser? Ben, pratiquer votre précision. C'est une excellente façon de contrôler nos paramètres, là, que j'appelle, de contrôler toute la mécanique du lancer. Donc, pratiquer avec des cibles qui sont prédéfinies. Vous savez qu'ils sont à 15 pieds, 20 pieds, 35 pieds. Ça va vous donner une image de c'est quoi cette distance-là. Puis vous allez toujours pratiquer sur les mêmes distances. Puis éventuellement, quand vous allez maîtriser ça, ben, vous allez pouvoir les éloigner, les bouger à gauche, à droite. Fait, je vous dirais que la précision, c'est vraiment génial pour s'améliorer rapidement. Vraiment, parce que toi, tu me l'avais conseillé, je l'avais essayé. Je m'en allais à Truite de mer en Gaspésie. Truite de mer, on pêche ça dans de l'eau transparente. Ouais. Puis, tu sais, c'est tout le temps, j'approche ça par en arrière, à moitié à genoux, bien caché. C'est un lancer, puis c'est souvent, pour prendre les grosses truites, c'est un one-shot deal. C'est souvent ton premier lancer, il faut que tu sois bien placé. T'as pas 4 chances. Puis c'est très niaiseux, mais c'est souvent le lancer à 15 pieds qui est très difficile à faire de façon très précise. Oui, négligez pas le lancer à 15 pieds. La cible à 15 pieds, il faut que vous l'atteigniez. En 3 semaines, j'ai pratiqué comme 3 semaines, j'étais allé pêcher à Truite de mer, puis j'ai vu la différence automatiquement de la façon que mes mouches se déposaient, de la façon que mes mouches... ou que j'étais capable avec plus d'angle, plus de précision. Je fais comme, OK, c'est à ça que ça sert. C'est pour ça que je pratique. Puis, pour préciser un peu la façon de pratiquer, si je pourrais vous donner des conseils, c'est au niveau de l'équipement, ben, c'est de pratiquer avec des cannes relativement légères. Allez pas sortir avec votre canne numéro 10 dans le gazon. Premièrement, vous allez vous brûler physiquement. Là. Ça, c'est pas une bonne idée. Vous allez pouvoir même vous blesser. Donc, pratiquer avec des cannes légères, numéro 5, 6, même 7. C'est des belles cannes pour pratiquer. Puis, si possible, pratiquer avec la soie que vous allez pêcher. Ça, c'est génial. Ouais, très bon conseil. Ça, puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'est acheté un ruban mesuré, un long, là, de comme 200 pieds. On l'étend, comme ça nous permet de nous mesurer. Et ça, on étend ça, puis on est capable de voir, on est capable de mesurer nos lancers, puis on est capable de voir comment notre soie se dépose. Est-ce que ça dépose tout croche? Est-ce que ça dépose droit? On a une ligne de référence. Donc ça, c'est bon. Puis dans le processus même, filmez-vous. Oui, effectivement. Très important. Ouais, c'est on l'a dit tantôt, puis ça reste d'actualité. Là. Si vous filmez, vous allez voir tout de suite vos défauts, vous allez sauver du temps. C'est sûr, c'est pas évident quand on est seul. Je vous conseille d'acheter un trépied
puis de mettre votre tablette ou votre cellulaire dessus, puis vous allez vous... Puis même si vous commencez puis vous dites j'ai pas vraiment envie d'investir pour tout de suite, j'ai commencé en mettant mon coton watté sur un banc de parc puis dans des estrades. Un coup qu'on se rend compte qu'on aime ça, on peut investir, mais un trépied, ça va tellement bien. Puis j'en ai un trépied pour mon iPhone, là, puis ça a pas coûté cher, 50-60$ gros max. Effectivement. Fait que ça, moi je pense que ça fait un peu le tour pour le truc numéro 2. Moi je pense que c'est un bon conseil, ça. Ben, c'est un bon conseil. Donc on y va avec le truc numéro 3. Présentation de Raph. Explorer d'autres types de pêche. Et là, c'était bon, on a quasiment réussi comme faut. Qu'est-ce que ça change d'explorer d'autres types de pêche? D'après toi? D'après moi, ça modifie complètement notre perception de la pêche parfois. Ça m'a surtout permis, je pense, d'utiliser d'autres équipements puis d'autres styles, d'autres techniques de lancer. C'est intéressant, ça, ouais. La façon que tu présentes ta mouche ou que tu ramènes ta mouche même. Ouais, effectivement. Tu sais, si on pêche la truite, on est habitué de faire de la mouche sèche, mais on va faire de la dérive naturelle. Tandis que là, vous essayez le brochet, ben là, on strip au bout, on va plus être dans l'action des mouches, dans où est-ce qu'on la place dans la colonne d'eau. Donc, ça nous force à explorer d'autres styles de lancer. Par exemple, vous passez peut-être vous tripez sur la truite en mouche sèche, vous allez pêcher le brochet. Là, vous dites, ouais, mais mon brochet, il est dans 10 pieds d'eau en ce moment. Mais là, on travaille avec des soies 40. Ouais. Donc, on apprend une autre méthode, on strip notre soie au complet pour la relancer. On apprend un autre mécanisme de pêche puis après ça, ben, c'est tellement plus facile de mélanger, tu sais, d'utiliser des techniques que tu as appris au brochet à la truite, des techniques de truite au brochet. C'est infini, là. Si je pourrais ajouter de mon côté, en pratiquant d'autres espèces, vous allez affronter d'autres environnements, puis éventuellement, vous allez devoir changer votre lancer. Vous allez devoir effectuer des nouveaux lancers. C'est là que vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous sortez de votre zone de confort, là, à chaque fois, vous allez être gagnant parce que vous allez monter dans votre apprentissage. C'est excellent, ça. Ouais. C'est bon, quoi. Puis tu sais, un exemple concret, là, le pêcheur de saumon qui s'en va, pas le pêcheur de saumon, mais même un pêcheur de truite qui s'en va à la pêche en eau salée dans le sud, puis là, il affronte le vent pour la première fois. Pas un vent de 10 km/h, un vent de 40 km/h. Ouais, c'est ça. On va pêcher le barreiller, mais souvent, quand j'étais au barreiller en Gaspésie, c'est des pêcheurs de saumon majoritairement qui vont barreiller, puis ils ont leur canne, puis il y a un équipement qui est pas approprié, puis un lancer qui est pas approprié pour lancer dans une grosse vague, puis ceux qui sont habitués de pêcher le barreiller s'en sortent, mais pour les autres, c'est inconcevable. Ouais, soyez polyvalent, puis n'hésitez pas à accepter quelqu'un qui vous invite à pêcher une espèce que vous avez jamais pêchée. Vous allez apprendre pendant votre journée, ça va être génial. Ouais, puis on a tous déjà eu des préjugés sur des espèces, là. Moi, j'en ai eu, là. Puis finalement, je l'explore, puis j'y vais, puis j'ai du fun, puis j'aime ça. Ouais, c'est la beauté de la pêche à la mouche, là. C'est tous des univers différents, puis tu peux te perfectionner à volonté dans chaque. Donc, c'est en plein ça pour le truc numéro 3. Puis le truc numéro 4, c'est ma stratégie quand que je pêche avec Raphaël. Donc, collez-vous à quelqu'un qui peut vous en apprendre. Enfin, c'était juste collez-vous. Ah, collez-vous. C'est cute. Collez-vous à quelqu'un qui peut vous en apprendre plus. Effectivement, puis tu sais, c'est juste la phrase veut tout dire, à mon avis. Exactement. Je prends juste l'exemple de notre groupe d'instructeurs chez Codal. On est quoi, 14 dans ce groupe-là? Ouais. On est 14, puis quand on pose des questions, quand on va pêcher ensemble, l'apprentissage, ça fait tellement plus vite. Je peux même vous faire un autre exemple. J'ai montré, il est rendu pas dans le bon, à pêcher à la mouche à mon frère. Je regarde l'apprentissage, son rythme d'apprentissage, puis comment que ça va bien, qui lui vient pêcher avec nous, qui est collé toujours avec des gens qui ont plus de connaissances, mais son apprentissage est incroyable. Ouais, génial. Moi, honnêtement, je pense pas que j'ai rien à rajouter là-dessus, mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Bon, parfait. Donc, collez-vous, c'est important. Collez-vous, ouais, exact. Et le 5e, mais non le moindre, comprenez votre équipement. C'est bon ça, comprenez votre équipement. Comment est-ce que ma soie fonctionne? Ça, c'est tellement une question pas une question, mais un point que le monde maîtrise pas nécessairement. Puis c'est la partie la plus importante de ton kit, là. Ouais, vraiment, je pense que si j'avais un choix à faire, tu sais, qu'est-ce que j'ai le plus important dans mon, est-ce que c'est mon nez, est-ce que c'est ma canne? J'irais vraiment avec la soie. C'est ça qui fait la différence quand je pêche. Ouais. Puis, tu sais, comprendre la relation avec la canne, puis son action, puis la modification au niveau de votre lancer que vous devez faire pour réussir à lancer convenablement.
comprendre la relation entre la soie puis la canne. Si j'ai une canne qui est très molle avec une soie qui est très lourde, qu'est-ce que ça va faire? Puis l'inverse aussi, qu'est-ce que ça peut faire? Puis même, je rajouterais même le bas de ligne qui est important. Tu sais. Pêcher avec un bas de ligne de 4 pieds, puis pêcher avec un bas de ligne de 12 pieds, là, c'est totalement un monde de très différents, là, les uns les autres. Oui, effectivement. Donc, comprendre notre équipement, comprendre, il y a plein de ressources en ligne. Éventuellement, dans le podcast, on en fera aussi. Tu sais, Raph qui vient de donner une clinique avec Codal sur les soies. Donc, les gens qui ont assisté ont définitivement amélioré leur connaissance. Puis, au niveau des cannes aussi, quelle action que je veux utiliser? Pourquoi je prendrais une canne plus longue, une canne plus courte? Essayez d'aller comprendre ça. Dans les livres, vous pouvez trouver des informations Internet, sinon avec des instructeurs ou des gens avec qui vous allez vous coller, qui sont meilleurs pourront aussi vous expliquer ça. je sais pas quelle image, j'ai vu la face de Raph changer, je sais pas quelle image tu t'es faite dans ta tête, là. Je suis sûr que c'est une phase de découragement. J'aime ça de coller. Puis aussi, pour mieux comprendre un peu votre équipement, on pourrait commencer dès maintenant, grâce à Roxane. Roxane qui a posé la question, si je lis la question intégralement, comment bien calibrer notre bas de ligne en fonction de notre soie et des grosseurs de nos mouches? C'est une maudite belle question. La première chose que je pourrais dire qui est important au niveau du bas de ligne puis de la soie, c'est que le bout de votre soie a un diamètre qu'on va appeler X, puis le bas de ligne, la plus grosse partie de votre bas de ligne que vous allez rattacher à votre soie a un diamètre aussi. Le plus possible, on veut que ces deux bouts, quand ils se rassemblent ensemble, aient une continuité au niveau de la transmission d'énergie. Puis, un des meilleurs trucs que je peux vous donner pour choisir le bon bas de ligne pour votre soie, c'est de prendre la soie dans votre main gauche, à peu près 2 pouces du bout de la soie, prendre votre main droite puis tenir le bas de ligne, puis de faire du loop à loop avec votre soie, puis de plier ça, d'essayer de faire un U avec la moitié, un U. C'est compliqué, hein? C'est pas tant compliqué. Ce que tu veux dire, c'est juste de prendre sa soie dans une main, prendre son bas de ligne, son diamètre de bas de ligne, et là, on les plie. Et ça devrait se suivre, et non un qui casse, puis ça devrait faire un beau U, et non un W, mettons. T'sais. Une chance t'es là. Hein? T'es pas supposé d'avoir un bas de ligne au bout de ta soie que quand tu prends dans tes doigts chaque côté, tu t'arrives pour le plier, puis la soie suit pas. Là. C'est supposé de se suivre ensemble. Exact. Faut pas que ça fasse un V, faut que ça fasse un U, si on peut dire. Ça, c'est bon, ça. Donc, si ça fait un U, ça veut dire que vous avez une transmission d'énergie qui va être relativement parfaite. Fait que ça, c'est le premier truc que je peux vous donner pour choisir le bon diamètre à choisir au niveau de votre bas de ligne là, pour attacher à votre soie. Effectivement. Puis, comment mon bas de ligne, là, tu sais, mon bas de ligne, là, si jamais je voudrais le construire pour qu'il se déploie bien, donc je suis chez nous, je veux faire un bas de ligne, je commence... si je veux commencer avec le même pour que ça fasse un U, comme tu as dit, il faut que ça soit un assez gros diamètre. Là. Ouais, c'est ça. Faut pas commencer avec un bébé diamètre, genre avec un 4 livres au bout de ma soie. Généralement, la soie qui ont un centre de quoi? 25-30 livres, si je vois avec un 4 livres en commençant. Non, c'est ça. Ça risque de pas commencer, là. Ça risque de pas marcher. Pas. Donc, comment que je ferais pour bâtir un bas de ligne qu'on va dire taper, donc en fuseau, qui part gros puis qui descend? Aurais-tu un truc à nous donner pour qu'on puisse les bâtir d'une façon simple? J'ai toujours un truc à donner. Donc, c'était rempli de confiance. Donc, je vais vous donner un truc qui est super simple, très basique. Si vous voulez concevoir vos propres bas de ligne puis vous recherchez une recette qui est facile à retenir, on appelle ça le 60-20-20. Donc, sur la longueur totale de votre bas de ligne, la première section, la partie la plus grosse de votre bas de ligne qui s'attache à la soie, devrait être de 60% de la longueur totale de votre bas de ligne. OK, puis ça, 60%, c'est à l'œil, là. Tu sais, c'est à peu près, mettons, tu veux 10 pieds. C'est à l'œil. C'est à l'œil, mais Luc, si t'as un bas de ligne de 10 pieds, ben c'est 6 pieds. Ouais, c'est ça, c'est à l'œil. C'est pas si compliqué que ça. Ouais. Ouais. Hey, il fait beau dehors, on vous annonce que le podcast est fini. Ouais. Donc, puis ensuite, peut-être que vous avez deviné c'est quoi le 20-20. Ouais, sur 10 pieds, 20-20, ça serait quoi? Ça serait... Vous calculerez chez vous. Okay. Donc, effectivement, donc c'est super simple. Donc, 60%, 20%, puis 20%. Grossièrement, si vous montez un bas de ligne de cette façon-là,
ça devrait assurer qu'il tourne bien. Quand je dis tourne bien, c'est qu'il se déploie bien quand vous allez lancer. Bon, fait que ça va bien. Tu sais, on dirait que c'est quelque chose c'est moins inné pour moi, étant donné que je fais beaucoup de baillés, beaucoup de masquinongés, brochets, je monte moins de bas de ligne en fuseau. Ou, tu sais, je suis plus grossi, mon affaire, c'est des mouches avec des bas de ligne courts, donc ça se déploie bien. C'est plus quand que je vais à la truite que j'en fais. Je sens que là-dedans, t'es plus naturel que moi. Puis des soies calantes que tu pêches beaucoup aussi. Ouais, beaucoup de soies calantes sont... avec sont vraiment courts, là. Avec des soies calantes, on a tendance on veut que notre mouche suive notre soie. Donc, on va utiliser un bas de ligne vraiment court, là, d'environ 2 à 4 pieds. Ouais, effectivement. Pour que notre mouche suive la soie dans l'eau. Si on utilise 10 pieds, ben, des fois, la mouche va être plus hausse ou plus basse que notre soie. On a de la misère à la situer dans l'eau. Mauvais ferrage, mauvaise détection de touche. Donc, on a vu le truc pour choisir le bon diamètre avec la soie puis le bas de ligne, la recette pour faire le bas de ligne au complet. Maintenant, quelle grosseur de bout que j'utilise pour attacher ma mouche? En fait, le tépette, la dernière partie. Le tépette. Beaucoup de personnes vont parler en livre test. Par contre, les livres test, c'est la mesure la moins précise parce que c'est beaucoup mieux de parler de diamètre, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est écrit sur des bobines, mettons 8 livres test, .26 ou point. Là, j'ai fait un exemple qui est peut-être pas bon, là. Mais on les a les grosseurs de diamètre sur nos bobines de fil. Là. En centième de pouce, normalement, que c'est exprimé, là, effectivement. Donc, un truc, là, pour pas s'embarquer dans le scientifique, là, vous attachez votre mouche, puis vous tenez votre bas de ligne encore à 2 pouces du bout. Où est-ce qu'est attaché votre mouche? Tu me suis, Hugues? Oui. T'as fait des yeux, hein? Je t'ai vu. Ouais, ça j'étais un peu pour go à ce soir. Puis, Donc, vous allez tenir votre bas de ligne en essayant de le faire tenir à l'horizontale avec votre mouche. Puis si la mouche reste bien droite à l'horizontale, c'est clairement parce que votre diamètre est trop élevé. On s'entend? Fait que si la mouche, elle tient à l'horizontale avec le bas de ligne, ben c'est parce que ton bas de ligne est trop raide. C'est bon? Si le contraire, si l'extrême, si la mouche elle tombe aux 90 degrés, ben là, on est vraiment trop souple. C'est trop petit comme diamètre. Donc, ce qu'on veut, c'est un entre-deux. On veut que notre mouche soit à 45 degrés à peu près. Ah, c'est bon, ce truc-là. Mais ça, c'est super simple. Il y a rien de... C'est pas scientifique, on s'entend, là, mais c'est un truc de bord de rivière. Là. Si t'es sur le bord de l'eau, là, t'as pas le temps de faire des gros calculs, puis... Fait que c'est un truc vite fait, puis qui est facile à retenir. Je suis un gros fan de ça, moi, les trucs de bord de rivière. Ce que ça t'assure, c'est que ta mouche, premièrement, qu'elle soit naturelle quand elle se présente, qu'elle ait une souplesse dans l'eau, puis que le bas de ligne soit pas trop rigide, mais qu'elle se déploie bien pour c'est vraiment un bon truc que je savais pas. Mettre l'énergie jusqu'à la mouche. Ouais, ça, c'est pas pire. Très bon truc, Raph. T'en as-tu d'autres? T'es bien parti? Je te laisse aller. Ouais, je pourrais vous en donner un autre. Si on parle de grosseur d'hameçon, puis de diamètre du bout du bas de ligne, si vous allez en magasin, là, vous allez voir des bobines avec des 0x, 1x, 3x, 4x, des bobines de fil qu'ils appellent des tippettes. Ça te dit de quoi, ça? Ouais. Donc, ça, normalement, c'est le bout de votre bas de ligne. OK? Donc, ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous prenez la grosseur de l'hameçon. Exemple, si on pêche avec une numéro 22, une petite mouche à truite de rien, vous le divisez par 3, ça fait à peu près 7. Donc, le bout de votre bas de ligne devrait être de 7x. Puis 7x, ben là, vous allez voir, il y a des chartes pour ça, mais 7x, c'est un standard, puis c'est tant de centièmes de pouce de diamètre. C'est fou comment des fois, c'est des petits trucs comme ça qui nous rendent la vie plus facile, parce que c'est pas, mettons que je suis débutant, là, puis je rentre dans une boutique, là. Ouais. C'est pas si facile que ça. Mais c'est pas si facile que ça, puis tu sais, je veux pas pencher pour une école de pêche, là, mais c'est tellement important de juste partir avec les bonnes bases. Vous allez sauver du temps. Des fois, un cours là, d'une journée, là, puis vous allez avoir beaucoup plus de précision que vous en auriez. Prenez-le chez Codal, prenez-le ailleurs, mais ça va vous aider. Ouais, absolument, ouais. Donc, c'est mes petits trucs. J'espère que ça a été clair, parce qu'en podcast, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Non. Mais je suis sûr que c'est clair. Restez simple. Cassez-vous pas trop la tête. Pensez à votre recette de bas de ligne 60-20-20. Après ça, le gros bon sens de voir votre mouche qui est assez souple pour le bas de ligne. Puis, vous êtes en business.
Génial. J'en profite pour remercier Roxane pour la première question, encore une fois. Et aussi, je voudrais dire que c'est vraiment beau de te voir aller, Roxane. On voit ton évolution dans certains salons ou certains forums, certaines activités que tu participes et que tu apprends vraiment vite. C'est fou de te voir aller, là. Fait que continue avec ça, puis on voit qu'en posant des questions puis tes réponses, t'assimiles l'information d'une façon incroyable. Et on vous encourage, on va avoir besoin d'autres questions. Effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, je vous le répète, vous pouvez poser votre question sur la page Facebook, soit en nous écrivant un message personnel sur un message personnel, mais un message dans notre boîte courriel Codal, sur notre page Facebook, pardon. Boîte courriel Codal sur notre boîte Facebook. Faut vraiment pas que je pensais à d'autres choses en parlant. C'est parfait. Donc, sur la page Facebook de Codal, envoyez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir de répondre. À part de ça, préparez-vous à pratiquer. On a eu du beau temps. Alors moi, cette semaine, ça pratiquait là, 5, 6, 7 degrés. Aussitôt que t'es en haut de zéro, moi, ça pratique. Ouais, aussitôt que les mains gèlent pas. C'est ça. Ça pratique. Donc, pratiquez-vous. Donc, lisez des livres, filmez-vous, collez-vous, bien important. Donc, collez-vous. Collez-vous. J'ai aussi pensé que pour le prochain podcast, on pourrait parler peut-être de initiation au monde du spé. Pourquoi pêcher spé? À quoi ça sert? Ça ressemble à quoi, ça? C'est quoi le spé? C'est quoi les avantages de pêcher à spé? Où est-ce que je vais me servir de ça? Ouais. Ça te tente-tu? Donc, ça va être un très, très bon sujet, Luc. Ouais, on fait ça. Fait que prochain podcast, on va aussi vous raconter notre expérience au Salon à Québec. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on retient? Pourquoi? Qu'est-ce qui était cool du Salon à Québec? Donc, on vous parle de ça, plus de lancer spé, et on se revoit dans 3 semaines.